I was walking around with Bo in Fondle Park, trying to blow away the clouds so dark, wishing a warming wind. Ça met la pression tout de suite là. Alors je vais essayer de ne pas crier parce que j'ai pas l'habitude. J'ai une voix qui porte malgré ma toute petite taille. Donc si je parle trop fort, vous me dites comme ça. Alors j'ai la difficile mission de vous tenir en haleine avant le repas. Merci Yves, j'apprécie énormément. Mais d'habitude c'est plutôt après le déjeuner et la mission c'est de vous réveiller. Donc là ça va être un exercice un petit peu plus, on va dire un petit peu plus excitant puisque je ne la connais pas. Alors, juste avant de commencer, ne vous frottez pas les yeux, l'image est volontairement floue, mais qui parmi vous connaît le eye tracking? Si vous pouvez lever la main. Ouais, super. Là, c'est moi qui vous applaudis parce que, en général, dans un auditoire, j'ai pas autant. Là, je suis à peu près à 75-80% de personnes qui connaissent déjà le eye tracking. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Parmi ceux qui connaissent, quels sont ceux qui utilisent déjà ou qui ont fait utiliser? Ah, voilà, ça c'est un petit peu moins bien, puisque là, on est autour de moins de 10%. Alors maintenant, parmi ceux qui connaissent, qui ont utilisé, quels sont ceux qui ont déjà été cobayes? Ok, c'est à peu près la même population. Eh bien en fait, donc si on résume, ici on est dans un auditoire qui est assez spécifique, on est sur 80%, donc une population assez large, 80% des personnes connaissent déjà, ont déjà entendu parler de eye tracking, mais seuls 10% l'utilisent. Pourquoi? On va essayer de voir tout à l'heure. Sachez que, par comparaison, en Angleterre, en Allemagne, il y a, pareil, à peu près 80%, 90% des gens qui connaissent le eye tracking. En termes de taux d'utilisation, en revanche, on est de l'ordre de 50%. Donc il y a un gap qu'on va essayer de combler aujourd'hui. Et bien sûr, je vous inviterai à venir cet après-midi sur le stand de eye tracking. Alors, je vais commencer par des choses qui sont assez basiques, qui sont celles-ci. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que percevrait le cerveau lorsque mon regard ne s'arrête pas. Je suis dans la rue, je regarde la télé, je suis en train de faire la cuisine, je lis en même temps, je joue avec les enfants. Si je ne m'arrête pas, voilà ce que perçoit le cerveau. Et de temps en temps, lorsque je m'arrête, pourquoi je m'arrête, on verra tout à l'heure, mais lorsque je m'arrête, mon cerveau a le temps de décrypter un certain nombre d'informations. Et ce sont juste les deux notions que je voulais définir ici, la notion de fixation et la notion de saccade. D'accord ? Le cerveau a le temps d'intégrer une information lors des fixations, et il a été démontré que lors des saccades, le cerveau n'est pas en mesure de traiter l'information de façon aussi efficace, et donc on suppose que lors des saccades, voilà ce que percevrait le cerveau. Alors bien sûr, lors des saccades, parce qu'on a une certaine culture, parce que ça fait depuis quelques dizaines d'années qu'on existe, ou quelques mois qu'on existe, on va aller combler ce qui nous manque, et on va aller, entre deux fixations, faire des interpolations. On n'est pas totalement inconscient pendant ces moments-là. Mais c'est quoi une fixation? Je vous ai parlé de temps en temps. Donc ce tableau, je l'ai pris à partir d'une étude qui a été faite une trentaine d'années sur de la lecture. Et vous donne une idée de ce que c'est que la durée d'une fixation. Une fixation, ça va de, on va dire, 200 millisecondes à 500 millisecondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une seconde, lorsque vous êtes en train de lire un journal tranquillement sur votre canapé ou dans le métro ou dans le train, vous allez avoir 5 points d'appui, 5 points de fixation pour prendre l'information. Alors que si vous êtes en train de faire une saisie au clavier, avoir la souris, en train de faire autre chose en même temps, en tout cas qui nécessite une certaine mobilisation des muscles, il va falloir beaucoup plus de temps, pratiquement 2 fois, voire 3 fois plus de temps. Alors bien sûr, il s'agit de moyennes ici. D'autres personnes sont capables de lire beaucoup plus rapidement et d'autres personnes, pour plein de raisons, ont besoin de beaucoup plus de temps pour intégrer l'information. Mais ce qui est important ici, c'est de noter que c'est très court, parce que j'ai envie de vous demander, ne serait-ce que sur les 5 dernières secondes, qu'est-ce que vous avez regardé ? Est-ce que vous vous êtes souvenu? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, parce que je vous ai pointé le doigt sur silent reading et sur typing. Il y a 1 minute, il y a 2 minutes, il y a 3 minutes, il y a 5 minutes, il y a 1 heure.
Eh bien, c'est là en fait que l'eye tracking est intéressant parce que je reviens au fait du test utilisateur. Si vous posez la question par rapport à un site internet, si vous posez la question à votre utilisateur, qu'est-ce que vous avez fait? Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Il va vous dire de ce dont il se souvient et pas forcément ce qui l'a motivé visuellement pour faire ce qu'il a fait. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est juste une partie qui est juste la partie mémorisation et ce dont il se souvient et ce qui l'a marqué. Alors que l'eye tracking, en fait, vous apporte, on va dire, les 98 autres pourcents du stimulus visuel qui ont conduit à l'acte d'achat, qui ont conduit donc à une action, à une décision. Alors j'aime bien cette image parce que y a quand même une hypothèse qui est très forte dans le eye tracking, je défends ma paroisse, qui est que le regard est le premier sens de l'être humain. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Dans une boulangerie, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas d'accord, puisque l'odorat est probablement beaucoup plus percutant. Je sens du pain frais, j'ai envie d'acheter du pain frais. Ce n'est pas forcément la vision du pain frais qui va me faire acheter le pain. Mais ici, on part de cette hypothèse qui est très forte, mais qui est a priori relativement reconnue, que le regard est un des facteurs d'influence sur la décision d'achat, ou sur un acte en tout cas, sur une décision. À partir du moment où on connaît la direction de votre regard grâce donc, au eye tracking. Donc, en français, c'est au kilomètre, au fait. C'est pas très joli, donc on va parler de eye tracking. À partir du moment où on connaît la direction de votre regard, on peut l'utiliser dans deux domaines différents. La première, c'est essayer de comprendre la stratégie visuelle. Et comme vous l'avez compris d'après la dernière diapositive, on a l'hypothèse que si on connaît la stratégie visuelle d'une personne, on arrive à remonter à peu près à sa psychologie. Et la deuxième application possible, c'est de permettre aux personnes qui sont paralysées de pouvoir contrôler une interface juste avec le regard. Alors, pourquoi uniquement les personnes paralysées aujourd'hui? Vous me direz, eh bien, en fait, vous avez tout à fait raison, parce que vous allez pouvoir le tester tout à l'heure. Nous, tout un chacun, on va pouvoir à l'avenir contrôler Windows, Apple ou n'importe quoi, jouer à des jeux vidéo avec le regard. J'en dis pas plus puisque vous allez pouvoir le tester. Je reviens un petit peu sur ce que c'est que le eye tracking. C'est juste une diapositive ici qui vous montre que c'est très vieux le eye tracking. Ça a plus de 100 ans, on n'a rien inventé. Ce qui est nouveau, c'est qu'à partir des années 50, avec l'introduction de l'électronique et de la miniaturisation des appareils infrarouges et toute la partie optique, il a été possible de développer des appareils qui fonctionnent sur une méthode qu'on appelle de réflexion pupillo-cornéenne. Ouais, ça fait toujours un succès. En fait, c'est très simple. Il y a des émetteurs infrarouges qui créent une espèce de boîte cubique dans les trois directions, ça fait à peu près 40 cm. Lorsque la tête baigne dans ce cube, seuls vos yeux, à savoir exactement la cornée, votre cornée et vos pupilles, reflètent ce champ infrarouge. Et c'est à l'aide d'un modèle mathématique et donc de cette mesure qui est vraiment biologique, à l'aide de ces deux informations, qu'on va pouvoir remonter à peu près à 3-4 mm près sur un écran, là où vous êtes en train de regarder. Donc il ne s'agit pas d'une simple webcam, comme certains d'entre vous m'ont posé la question. Il s'agit vraiment d'une technologie qui est basée sur l'infrarouge et sur une connaissance en fait, de la biologique de l'œil et donc de l'humain. Deux types de eye trackers aujourd'hui sont commercialisés sur le marché. En haut, vous avez ce qu'on appelle les eye trackers tête portée, head mounted pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, la personne porte une paire de lunettes et l'intérêt, c'est qu'elle peut se balader dans un magasin, savoir si la promo de moins 50% vous a attiré, ou est-ce que c'est la tête de gondole, ou au contraire, finalement, vous êtes hyper concentré sur votre liste de courses et vous faites vraiment vos achats. Ou bien vous avez une deuxième catégorie qu'on appelle donc, les eye trackers tête libre, donc remote, en anglais remote eye tracker. Et là, dans ces cas-là, le sujet ne porte rien sur la tête. C'est-à-dire que si vous portez des lentilles ou une paire de lunettes, vous continuez à les porter. Il n'y a pas de contact entre le eye tracker
et le répondant. Alors, je suis obligé de parler de Toby, hein. Il y a une slide, je vous promets. Et elle est marrante, cette diapositive, parce qu'il n'y a que des chiffres. Parce qu'on m'avait dit qu'en fait, dans une diapositive, enfin, ou en tout cas dans un texte, c'est vrai, on ne lit que les chiffres. Maintenant, il faut mettre un sens aux chiffres. Bon, on lit le leader mondial, blablabla. On est suédois. Bon. Il y a 300 personnes aujourd'hui qui travaillent pour Toby, dont 100 développeurs. Donc on investit énormément, en fait. La plupart du chiffre d'affaires que l'on fait est réinvesti en investissement. Et le chiffre d'affaires, il est de 25 millions. Et les 18 millions que vous voyez là, en fait, ce sont des levées de fonds que l'on a depuis 5 ans d'investisseurs externes qui nous permettent de développer, de sortir des produits relativement rapidement. Voilà, c'est tout, hein. Mais posez-moi des questions après, ça me fera plaisir. Donc, on est organisé en 3 divisions, mais en fait, ces 3 divisions, je vous en parle parce que c'est simplement les 3 applications qu'on trouve aujourd'hui dans le domaine, en général, sur l'eye tracking. Pour les personnes paralysées, ce qu'on appellera la communication alternative, pour que ces personnes puissent communiquer avec le reste du monde alors qu'elles ne peuvent pas taper sur un clavier ou utiliser une souris, ou voire même utiliser la voix pour commander un appareil. La division qui s'appelle de l'analyse comportementale, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, donc on verra tout à l'heure. Et ensuite, les technologies du futur. Alors pourquoi technologies du futur? On le verra par rapport aux interactions. Mais les configurations qui sont disponibles aujourd'hui en termes de tests utilisateurs sont les suivantes. Soit devant un écran, et là on fait de tests d'interface. En général, c'est du e-commerce, mais ça peut être n'importe quel logiciel dont vous voulez tester l'usabilité, l'ergonomie. Vous avez également un dispositif qui vous permet de tester maintenant, et c'est de plus en plus demandé, tester l'ergonomie des appareils mobiles. Alors des appareils en eux-mêmes, mais également les applications qui sont dedans. Donc il y a vraiment les 2 aspects, avec la partie manipulation, le fait de faire de la rotation. Vous avez également la possibilité d'associer donc, le eye tracker à un vidéoprojecteur. Donc, là, c'est ce que vous voyez à droite là-bas, le fait de pouvoir faire, par exemple, un laboratoire où je projette un supermarché, enfin, un linéaire, dont je veux estimer l'impact, en fait. Et puis, vous avez les appareils qui sont mobiles, où là, ce qui intéresse les gens dans ce cas-là, c'est la psychologie du sportif, la psychologie du consommateur, voire la partie vraiment sociale. Lorsque je parle à quelqu'un, est-ce que je regarde ses pieds ou est-ce que je regarde ses yeux? La réponse est évidente, mais à quelle fréquence? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est le visage que vous regardez dans les yeux, le nez, la commissure des lèvres? Il y a beaucoup d'informations que l'on prend sans vraiment s'en apercevoir. Et là, je crâne beaucoup avec cette diapositive. J'adore, c'est moi qui l'ai faite. Mais bon, juste ici pour vous donner 3 grandes catégories d'utilisateurs aujourd'hui de eye tracking. La partie gauche, c'est tous les gens que vous connaissez. Ce n'est pas la peine trop de les citer dans la sphère Internet, la sphère virtuelle. Au milieu, vous avez ce qu'on appellera la grande consommation. Je ne sais pas s'il y a des gens de la grande conso ici. Non. Ok. Donc, vous connaissez les noms. Hein. Ça va vraiment des barres de chocolat Mars à du luxe comme Chanel, par exemple. Donc ça va du packaging, ça va, on parlait hier avec Sébastien des logos, par exemple. Ça peut être, par exemple, le Crédit Agricole, qui est assez large sur l'estimation, par exemple, des agences. Comment est-ce que j'entre dans une nouvelle agence Crédit Agricole ou Crédit Lyonnais? Est-ce que je mets une belle bombe pulpeuse ou est-ce que je dis que le crédit est à 2% et que le taux est à 10% pendant 2 mois? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Et puis, sur la partie droite, vous avez les agences, dites les instituts de recherche. Vous les connaissez tous, au moins de nom, si ce n'est que vous pouvez éventuellement travailler avec eux également. Et puis, également des agences de créa qui commencent à estimer, à évaluer leur création très tôt en amont, en fait, avant de les soumettre à leurs clients. Je vous ai parlé des sociétés commerciales. Sachez qu'il y a beaucoup d'universités. On en dénombre au moins une bonne 500 qui utilisent ce type d'appareil dans des domaines aussi larges que les sciences de la consommation, mais aussi la psychologie. Et on verra tout à l'heure quelles sont les illustrations que l'on peut en faire. Alors, on a dit illustration de l'eye tracking. Pour les personnes handicapées, ça, pour ceux qui le souhaitent, tout à l'heure, on va pouvoir jouer avec. Vous allez pouvoir taper des emails
avec vos yeux. Ça fait mal avec les yeux. Et puis, il y a, alors je suis désolé pour la qualité, mais pour ceux qui connaissent, c'est un FPS, je ne sais plus si c'est Doom ou Half-Life ou un truc comme ça. Je vais mettre un petit peu de son, mais même si, peu importe, bon, on n'entend pas. Les petits points bleus que vous voyez, en fait, c'est le regard du joueur. Et chaque fois qu'il voit un monstre, il cligne des yeux et il tue le monstre. Ça fait vraiment les yeux revolver. Hein. Vous ne me croyez pas? Vous allez pouvoir jouer tout à l'heure. Alors, peut-être pas celui-ci, mais c'est un peu le principe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application demain? Demain, vous allez aller sur des kiosques. Aujourd'hui, vous avez du tactile. Vous avez du tactile, c'est pas toujours très propre. Vous allez devoir commander des billets. Demain, en fait, juste avec le regard, vous allez pouvoir sélectionner les billets que vous voulez acheter, les produits que vous voulez acheter, cligner des yeux et vous les achetez. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire également? Ah oui, non, mais vous devez me prendre pour un fou, en fait. Hein. Vous allez pouvoir tester tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez également pouvoir faire? Vous allez également pouvoir utiliser un laptop, ici. On a sorti le premier laptop au monde, c'est un prototype, hein, avec Lenovo, donc ex-IBM, avec du eye tracking dedans. Et on estime qu'à horizon de 2, 3, 4 ans, vous allez pouvoir acheter ça chez les grands distributeurs. Donc pour nous, c'est déjà aujourd'hui. On est sur une phase de prototypage. Ça n'est plus un concept, c'est du prototypage. Allons un petit peu plus dans l'expérience utilisateur, mais davantage pour les psychologues dans ce cas-là. Il y a des psychologues dans la salle? Oui? 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc, vous voyez, en fait, on va pouvoir évaluer, par exemple, des situations de conduite. Vous voyez l'image ici. C'est, par exemple, lorsque je suis en train de traverser la rue, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les voitures, je regarde ce qui bouge. Alors que sur l'image de droite que vous voyez là, c'est un conducteur. Et vous voyez que ce qu'on appelle la carte de chaleur, c'est-à-dire la dispersion de son regard, est beaucoup plus large, parce que quand on conduit, on regarde les piétons, les autres voisins, son angle mort et un certain nombre d'informations, en fait. Bon, c'est un peu la palisse, ce que je vous raconte, mais encore faut-il le prouver. Et c'est là que le eye tracker, en fait, est intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire? En haut à droite, par exemple, ce sont des tests qu'on est en train de construire, notamment ici en France, avec l'hôpital Robert Debré et Necker, sur le diagnostic précoce de l'autisme. Alors pourquoi est-ce qu'on veut diagnostiquer de manière précoce l'autisme? Tout simplement parce qu'aujourd'hui en France, lorsque une famille est confrontée à ce genre de situation, il faut attendre l'âge de 7, 8, 9 ans, voire plus, pour que les médecins puissent vous mettre un nom sur ce déficit de l'attention en fait, de l'enfant. Vous imaginez la détresse, vous imaginez aussi, surtout la perte de temps, parce que l'enfant autiste est capable d'apprendre. Encore faut-il que le matériel pédagogique lui soit adapté. Et là, vous voyez, par exemple, en haut à gauche, on dispose en fait d'une vidéo et on demande à un enfant de regarder une conversation. Un enfant supposé normal, alors bien sûr, je ne parle pas de tests qui sont exclusifs, hein, il s'agit de batteries de tests, dont le eye tracking fait partie. Eh bien, l'enfant normal est capable de basculer de gauche à droite, de droite à gauche, selon que c'est l'interlocutrice de gauche ou de droite qui parle. Alors que sur l'image de droite, vous avez en fait des centres d'attention qui sont complètement disparates. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler en fait dans ce milieu-là, vous savez, enfin, les enfants autistes ne vous regarderont jamais dans les yeux. Le contact visuel, eye contact, n'existe que très peu avec ces enfants-là. En tout cas, lorsqu'il n'y a pas assez de familiarité. Et c'est justement ce qu'on essaie de reproduire. Alors, je sens déjà vos regards de me dire, mais c'est bon Antoine, c'est pas la peine qu'on fasse du eye tracking là, sur l'image en haut à droite. Là. Oh, pas besoin de dépenser des sous pour ça. Oui, mais bon, le problème c'est qu'on ne peut pas toujours faire ça dans toutes les pubs. Bon, là c'est un peu évident, mais ce qui intéresse surtout les gens, c'est le temps que je vais passer selon les centres d'attention. Et il se trouve que la petite marque que vous voyez en bas à droite, elle est quand même visualisée. Puis d'autres personnes sont relativement pressées et regardent quand même l'horloge qui est au fond. Hein. Vous remarquerez. Alors c'est fait sur une petite dizaine de personnes. Statistiquement, il faudrait encore peut-être 10 petites personnes, mais disons que c'est ce genre d'informations que l'on essaie de retirer, parce que si vous posez la question à
l'homme de la rue en disant « Qu'est-ce que vous avez regardé ?»« Oh, bah, moi j'ai regardé votre marque. Je peux avoir le cadeau ?» Il ne va pas être super honnête, en fait. Hein. Alors que si vous lui exposez cette image, « Non, non, mais j'ai regardé votre marque. » Ouais, c'est ça, ouais. Tu as regardé la marque. Tu n'as regardé que la marque, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu cette confrontation qui est aussi intéressante pour l'ergonome et le psychologue, et on en viendra tout de suite derrière à tout ce qui est Internet, bien sûr. Alors, juste une chose ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. La réponse, elle est à vous, dans le sens où c'est vous qui allez déterminer les facteurs clés de succès. Je l'illustre par cet exemple ici, qui donne une idée, donc, par exemple, sur ce produit de cosmétiques. 2 configurations. Je ne sais pas si vous voyez, c'est relativement subtil. Sur l'image de gauche, la jeune fille regarde le produit, alors que sur l'image de droite, la jeune fille vous regarde. C'est quoi la différence? La différence, et vous le voyez sur la carte de chaleur ici, c'est que lorsque je regarde un visage, et c'est très souvent le point d'entrée dans une image, sur un site web ou n'importe quoi, les visages sont forcément plus attracteurs que les textes. Je vais regarder la jeune fille, et comme la jeune fille regarde un produit, eh ben je fais un espèce de triangle et je regarde le produit. C'est un peu comme quand vous passez sous un immeuble, il y en a un qui fait ça, vous vous arrêtez et vous refaites ça. Et ben c'est exactement ça. Donc du coup, je regarde beaucoup plus le produit. Alors que sur l'image de droite, bah, elle vous regarde. Vous êtes poli, vous la regardez. Donc du coup, bah, y a un ping-pong qui fait que je regarde beaucoup moins le produit. L'image de gauche vous permettra de mettre en valeur le produit, alors que l'image de droite va probablement vous susciter une émotion un peu plus forte. Peut-être. Les psychologues vous le diront, mais en tout cas, c'est comme ça que les marketeurs ont réagi par rapport à cette étude. Donc il n'y a jamais de bonne réponse, il n'y a jamais de mauvaise réponse, et c'est le point important là-dessus. C'est vous qui devez déterminer l'objectif, les indicateurs, et à partir de là, mettre en place les tests de eye tracking, et jamais dans l'autre sens. Ne comptez pas sur l'eye tracking pour vous donner des réponses magiques à vos problématiques ou à vos questions. Donc ce que vous voyez ici, c'est un test sur une marque de chewing-gum qui essaie de percer. Et vous voyez que la marque en haut à droite, Extra, est relativement peu vue, ce qui les force du coup à mettre une réassurance à la fin du spot publicitaire. Test de mailing, je vais me permettre de passer et aller directement sur les tests de shopper. Je suis dans un supermarché, qu'est-ce qui m'a attiré? Et ce que vous voyez là, donc cette fois-ci, c'est utilisé avec la paire de lunettes. Chaque point vert que vous voyez, ce sont les points de mesure de son regard. Alors ça fait un petit peu le mal de mer. Hein. Alors, bien sûr, on a tous les outils qui sont derrière qui permettent de traiter cette information, mais déjà, rien que qualitativement, ethnographiquement, on va pouvoir avoir une information. Vous voyez, il a regardé la promo. 40 € les Pringles? C'est quoi cette histoire? Non, ce sont des couronnes suédoises. Et donc, on dispose d'outils qui permettent de remapper cette information qui est très, très floue quelque part sur du bling-bling comme ça, mais également la possibilité de découper en sous-zones et d'avoir des informations quantitatives, statistiques qui sont beaucoup plus interprétables, qui sont par exemple le temps de découverte, ce qu'on appelle le temps de première fixation, ou bien le temps que vous allez passer par zone. Et appliqué à l'ergonomie web, ça pourrait donner ça. Sur un site de e-commerce, Pixmania, donc un de nos clients, va pouvoir essayer de comprendre si sur une fiche produit, est-ce que je vais mettre la promo juste en bas du prix, ou à quel endroit, à quel moment est-ce que je vais mettre le prix? Quel est le parcours du regard? Mais passons sur un cas pratique, puisque Yves a eu la gentillesse de me fournir donc, un cas d'étude, mais qui est ici purement illustratif, sur le site de donc, le domaine d'eau, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas. Donc on a pris 4 participants. C'est loin d'être suffisant, mais comme je vous disais, c'est illustratif. Mais on a pu mettre en place, dérouler toute la méthodologie, c'est-à-dire qu'on a essayé donc, de mettre en place un nombre de missions,
Ne jamais faire un test de eye tracking en disant « Tiens, prends le clavier, la souris et vas-y, démerde-toi ». C'est bien, non directif, mais un peu difficile à gérer en fait, en termes d'interprétation. Alors que là, on s'est donné en fait un certain nombre de missions. Les objectifs, ce serait de comprendre l'ergonomie générale du site, enfin, de quoi il relève en fait sur ce site-là. Et avec des missions précises aussi, afin de les évaluer, parce que sur chacun de vos sites, il y a des missions que vous savez critiques. Critiques dans le sens où ils sont apporteurs d'argent, critiques ou parce que vous avez un taux de rebond qui est extrêmement élevé et vous voulez comprendre pourquoi. Et théoriquement, dans un dernier temps, et là je n'ai pas eu l'occasion de parler avec les concepteurs du site, c'est de définir un certain nombre d'indicateurs métriques fixes qui vont me dire, voilà, à partir de, on va dire, d'un temps de découverte, s'il met plus de 30 secondes pour trouver le mot-clé un tel, c'est pas bon. D'accord ? Donc je vous donne un exemple, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça, il faut impérativement que vous le fassiez avant un test eye tracking. Avoir une idée en tête et le eye tracking, ainsi que d'autres tests, vont vous permettre d'infirmer ou de confirmer des hypothèses. C'est une approche qui est totalement scientifique en fait, à la condition que vous ayez mis en place cette méthodologie. Donc je vous préviens, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais en tout cas c'est théoriquement ce qu'il aurait fallu faire. Donc je vais vous montrer le parcours d'une personne et on pourra gloser dessus. J'espère que ça passe la vidéo. C'est pas évident. J'ai l'impression que ça passe pas. Super. Tourne ton écran ? Non, j'ai éteint l'écran ici justement pour, en espérant que... Bon, tu vas le voir cet après-midi. Et vous comprenez le problème ? La vidéo ne sort pas vers le projecteur. Donc, c'est ballot, hein. vous avez des pauses longues qui sont organisées dans l'après-midi. Ouais. J'ai fait des captures d'écran du coup. Donc pour ceux qui veulent voir la vidéo du comportement, donc voilà un petit peu le truc bling bling qu'on appelle la carte de chaleur, que je hais parce que pendant ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont vendu des études, qui ont tiré des conclusions uniquement à partir de ça, sans mettre en place une certaine méthodologie. C'est très bien, c'est super illustratif, c'est bien lorsque vous avez déjà une idée en tête. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'essaie de combattre, c'est de dire qu'à partir de ça seul, je peux tirer des conclusions. Non. À partir de ça, je peux tirer des conclusions si j'ai formulé des hypothèses et qu'après 2 ou 3 itérations, j'ai réussi à valider ou à infirmer ces hypothèses. D'accord ? Ça peut être un outil puissant, mais il faut savoir le maîtriser. Ça peut être aussi un outil extrêmement puissant en termes de communication. Mais ça, c'est autre chose. 4. C'est ridiculement... je vous donnerai des ordres de grandeur sur combien de personnes est-ce qu'il faudrait utiliser. Donc, je suis désolé, on va passer assez rapidement. Du coup, à la lumière des 4 utilisateurs qui sont passés, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, on va dire. Je me suis focalisé sur la barre de navigation en haut, il y a une barre de navigation latérale, et puis un calendrier. Parce que les missions qu'on a données aux personnes, c'était de trouver des programmes sur ce site-là. Il s'agit d'un site de spectacle où vous pouvez réserver des spectacles. Et donc, on voulait savoir comment est-ce que la personne se débrouillait. Et on a tiré à partir de ces 4 personnes, mais là, je prends beaucoup de pincettes, ce sont 4 personnes, d'accord ? Et j'ai eu 20 minutes pour le faire, puisque normalement, un ergonome mettrait au moins 1 jour ou 2 jours à confirmer et à infirmer, d'accord ? Donc, je vais juste donner des grosses idées sur ce que j'ai ressenti sur ces 4 personnes. Le calendrier que vous avez vu là, ici, il a tendance à occulter la barre de navigation latérale. On est focalisé sur les chiffres, je vous le dis toujours. Ça, par contre, c'est assez général. Et du coup, une des missions qui consistait à trouver un spectacle qui était dans la liste ici, elle n'est même pas vue. C'est dommage. Alors après, je ne suis pas ergonome personnellement, je ne pourrais pas vous donner de préconisations en tout cas. Mais là, je vous donne des constats. On a demandé à la personne d'envoyer un mail au régisseur. Le contact, il se trouve
tout là-haut là. Au-dessus de été 2011, tout là-haut à la contact. Une des remarques qu'une des personnes m'a faites, c'était ou vous savez où la trouver parce que vous savez qu'en général contact c'est en haut ou en bas, ou alors vous n'y arrivez jamais. Et c'est confirmé par le eye tracking parce que, regardez, il y a bien quelqu'un qui est allé cliquer là-haut, il y a un petit symbole là-haut, mais par contre elle n'est même pas vue parce qu'elle savait que c'était là-haut, parce que c'est une habitude. Est-ce que c'est la cible? Est-ce que c'est l'objectif que vous vous étiez donné? Seul vous êtes capable de répondre. Il manque probablement une arborescence aussi. On se perd dans le site parce qu'il est très touffu, il est très bien, et il est bien perçu par l'ensemble des personnes. Et ça, c'est général sur les 4 personnes. Ils aiment bien l'esthétique. Mais voilà, ils se perdent un petit peu parce qu'il n'y a pas l'arborescence, quoi. Il n'y a pas le chemin, où est-ce que je me trouve, est-ce que j'ai déjà visité la page. Et enfin, le site de commande de billets, il est totalement incompris parce qu'il y a eu un changement de charte graphique total. Alors, je ne vous ai pas fait de capture d'écran, mais il y a vraiment une rupture totale de la charte graphique. On retrouve juste le logo domaine d'eau. Tout le reste, il n'y a plus les couleurs, il n'y a pas de continuité. Des gens étaient perdus. Je conclus. On m'a demandé combien de personnes. Alors ça, c'est des études Nielsen qui disent que, vous voyez, sur une courbe de Pareto de ce type-là, attention, sur un segment qui est relativement homogène, d'accord, vous ne prenez pas quelqu'un de 5 ans et quelqu'un de 95 ans. Donc, prenez un segment qui est relativement homogène. Ce qu'il dit, c'est que 5-6 personnes permettent de détecter à peu près déjà 80% des problèmes d'ergonomie d'un site. Nous, on dit, dans la pratique, il faut bien entre 10 et 15 personnes. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris votre mission, ou il y a toujours des problèmes techniques, connexion Internet qui ne marche pas. Enfin bon. Donc vous risquez de perdre quand même pas mal de personnes. Oui, et le titre. Je sens que vous allez déjà arriver tout à l'heure, certains d'entre vous vont me dire, mais bon sang, combien ça coûte? Mais je ne vous le dirai pas encore, mais si je vous le dis là. Mais ce qui est important surtout, je n'ai pas eu le temps de traduire la diapositive, mais c'est extrêmement important de construire la méthodologie. C'est vraiment le message que j'aimerais que vous reteniez ici. Je défends ma paroisse qui est que j'aimerais que vous utilisez le eye tracking, mais il faut toujours l'utiliser à bon escient. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en termes d'investissement, ce que ça représente. Si vous achetez, on est autour de 30 000 euros. Mettez en relation par rapport au prix que coûte une campagne publicitaire. Un site web relativement conséquent, 30 000 euros, c'est pas si énorme que ça, surtout si vous menez plusieurs projets en parallèle. Une location, en revanche, on est autour de 3 000 euros par mois. Et on est capable également de vous fournir un accompagnement qui est de l'ordre de 8 000 euros. Et là, on mène l'étude pour vous, mais surtout, on vous transfère la compétence. Donc, ce n'est pas juste de la prestation itérative, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'éduquer, entre guillemets, de structurer le marché du eye tracking. Et vraiment la fin cette fois-ci, et c'est ce sur quoi j'insistais tout à l'heure, la méthode de eye tracking est une méthode qui vient en complément des tests utilisateurs. C'est en fait un test utilisateur. J'ai eu une discussion il y a 2 semaines ou peut-être une semaine sur un blog avec une personne qui était absolument contre le eye tracking, en disant mais non, c'est complètement fou, c'est complètement faux, c'est lourd, c'est pas du tout des tests utilisateurs. Si, le eye tracking vous apporte la partie non déclarative, non verbale, alors que les autres tests vont vous apporter un autre éclairage du test utilisateur, c'est tout. Il faut juste savoir l'utiliser. Et donc, il faut savoir définir des objectifs. À partir des objectifs, se définir des scénarios. Et à partir d'un scénario, recruter les bonnes personnes, faire passer la passation, le terrain, extraire les données, analyser et, comme tout processus scientifique, itérer. Non, ça finit pas bien. Donc, ah oui, oh. Allez, juste comme ça, des images que je passe. Vous avez des questions? J'ai fini. Vous avez faim?